messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Si on vous parle de mécanisme d'accès PVPA, pour ceux qui ne sont pas impliqués, ça ne veut certainement pas dire grand-chose. Mais pour ceux qui sont impliqués, eh bien, ils vont tout simplement venir nous l'expliquer. Alors, je reçois Mme Suzy Domingue, infirmière au Centre de santé et services sociaux des Aurores boréales et coordonnatrice clinique PVPA. Madame Domingue, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Pour entrer de jeu, on lance ça tout bonnement comme ça. C'est quoi le fameux PVPA? Parce que pour nous autres, là, réellement, là, ça nous dit absolument rien, mais je sais que pour le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, c'est un très gros programme, puis c'est très important également. Alors, c'est quoi le PVPA? Le programme PVPA, c'est un des programmes clientèle du Centre de santé. On a le programme jeunesse, le programme adulte, le programme santé publique et le programme personnes vieillissantes en perte d'autonomie. PVPA touche la clientèle 0 à 1 an qui a des besoins de soutien à domicile, que ce soit une personne en perte d'autonomie ou encore une personne handicapée. Alors, moi, là, je pensais que, parce que quand vous m'avez dit, là, ça s'adresse aux personnes de 0 à 101 ans, là, et moi, je pensais que c'était uniquement aux personnes vieillissantes. Ça comprend le soutien à domicile. C'est pour ça que j'ai dit 0 à 101 ans. C'est beau, OK. Parce que ce programme-là comprend 3 volets. Il y a le volet soutien à domicile, il y a le volet centre d'hébergement, les 3 centres d'hébergement sur notre territoire, et il y a aussi le volet courte durée avec le court séjour gériatrique, l'hébergement temporaire. Ça fait que c'est vraiment 3 volets qui sont et c'est 3 volets qu'on va essayer de se rendre jusque-là pour décortiquer ça un peu, puis en parler. On dit que ce bottin de mécanisme d'accès est en création. Bon, depuis 2005 ou environ que vous travaillez sur ce bottin-là. 2006. 2006. Et il a été mis en fonction, ça fait combien de temps? À la fin 2007, en novembre 2007. OK. Fait que ça veut dire qu'il est en fonction depuis pratiquement 2 ans. Oui. Le programme, il s'adapte bien, ça va bien, parce que des fois, on lance, mais des fois, à quelques occasions, on peut lancer un programme, puis on se dit, oh, ça boite, ça marche pas comme on aurait voulu, mais est-ce que ça marche comme c'était prévu? C'est sûr qu'il y a des petits ajustements à faire. Il faut faire connaître notre produit qui a été créé avec les différents organismes publics, privés, communautaires. Il y a des ajustements à faire parce que le système de santé, c'est un système qui évolue. Oui, notre réseau local de services évolue aussi en fonction des partenaires. Ça fait que il faut que ce soit en continuelle évolution. Présentement, au niveau du bottin qui est ici, au niveau du bottin, la portion centre de santé va être modifiée un petit peu. On est en train de transformer des choses parce qu'il y a des nouveaux services qui sont ajoutés pour la population d'Abitibi-Ouest. OK. Fait que ça veut dire que le programme est là, mais il se rajoute toujours aussi à l'intérieur des choses parce que ça évolue continuellement. Puis c'est ce qui... on dit qu'environ une trentaine de personnes qui auraient travaillé sur ce comité-là, et puis on dit qu'il y avait des représentants d'à peu près toutes les couches de la société. Ça veut dire que tout le monde a eu son mot à dire à l'intérieur de ça? Tout le monde a eu son mot à dire. Lors de la première rencontre, on a exploré qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait recenser sur notre territoire, le territoire d'Abitibi-Ouest. C'est à ce moment-là que l'idée a germé au niveau des différents partenaires pour qu'on puisse faire connaître les services qui existent dans toutes les tranches de la société au niveau de l'Abitibi-Ouest, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit les municipalités, les pharmacies privées, pour vraiment faire en sorte de réunir sous un même document tout ce qui est accessible à notre population et aussi en même temps voir qu'est-ce qui manque à notre population. C'était vraiment une prise de conscience de où on est rendu, qu'est-ce qu'on a et vers quoi on doit s'en aller. Et surtout, qu'est-ce qui manque à notre population? Ça, c'est vraiment important. C'est beau de ce qui est en fonction, on le garde, on le travaille, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on n'a pas puis qu'est-ce qu'on devrait avoir. Puis c'est un peu tout ça là, que vous avez regardé. Et comme vous l'avez si bien dit tantôt, il s'en rajoute presque continuellement aussi.
Le fameux PVPA qui dit Programme pour personnes vieillissantes en perte d'autonomie. On va passer juste quelques personnes, quelques fonctions à l'intérieur de ça, parce qu'on ne peut pas toutes les prendre parce qu'on va en avoir pour plusieurs heures. Fait qu'on va les prendre juste quelques-unes. Coordonnatrice clinique à la personne vieillissante en perte d'autonomie, c'est quoi? La coordonnatrice. C'est une personne, c'est moi, première des C'est vous, choses. oui, exactement, Et, oui. Alors, je vous demande votre rôle à ce moment-là. J'espère que je vais bien vous répondre. J'en suis persuadé. C'est une personne qui est le lien entre les différents services du centre de santé pour les personnes en perte d'autonomie, qui ramasse les services et qui fait un tout. Okay? Et qui va coordonner et bâtir des programmes et des services avec plusieurs personnes de la MRC. Mais c'est vraiment une personne qui est comme le lien, le pivot pour faire que les services se suivent, que les services aient un sens. Ça fait que c'est la raison de la coordonnatrice clinique, la principale raison de la coordonnatrice clinique. Et elle a son rôle à jouer et je suis persuadé qu'elle le joue très bien aussi. J'en suis persuadé parce que j'ai quelques petits contacts, moi, qui me disent des choses. Oui. Chef de programme. Ça aussi, ça a un rôle à jouer qui est très important. Un chef de programme, il y en a plusieurs au niveau du PVPA. Le chef de programme a une tâche spécifique. C'est la personne en lien direct avec les intervenants. Contrairement à la coordonnatrice clinique, moi, je n'ai pas nécessairement des intervenants sous ma charge. Je travaille avec d'autres gestionnaires. Les chefs de programme, eux autres, vont avoir un programme spécifique. Exemple, soutien à domicile, court séjour gériatrique, hébergement à la SAR, Macamic. Et eux autres sont vraiment le lien direct avec les intervenants terrain pour faire en sorte que les services de la base qui viennent des intervenants puissent monter au niveau du chef de programme. Et après ça, ensemble, les chefs de programme et moi, on s'assoit et là, on fait un tout et on avance à l'intérieur du programme pour le développer. Alors, on prend à la base, puis après ça, il y a le chef de programme qui va chercher de l'information, si on peut s'exprimer ainsi. C'est aussi le spécialiste concernant un point précis. Comme je disais, soutien à domicile, vraiment, le chef de programme a cette responsabilité-là. Puis après ça, c'est amassé, puis on vous rencontre, et puis ça donne une suite et ça donne un volume comme ça, c'est ça. Soins palliatifs intégrés, ça c'est encore une autre fonction à l'intérieur. Les soins palliatifs intégrés, depuis plusieurs années, le centre de santé travaille sur les soins palliatifs intégrés. Là, présentement, le ministère axe beaucoup ses orientations vers les soins palliatifs. Il va y avoir des développements dans les prochaines années, là, dans la prochaine année à ce niveau-là. Le soin palliatif intégré fait en sorte que la personne puisse décider de l'endroit où elle veut vivre son mourir. Ici, en Abitibi-Ouest, on n'a pas de maison de soins palliatifs. C'était une volonté de la population à ce moment-là, quand on avait regardé les soins palliatifs, de ne pas bâtir de maison de soins palliatifs, d'accentuer davantage les soins palliatifs à domicile, ce que l'on fait très bien sur notre territoire. Il y a une équipe en or qui travaille. Et faire en sorte qu'on ait 2 lits aussi ici à Macamic en hébergement temporaire, des lits spécifiques pour les soins palliatifs. Pour les personnes qui voudraient pas vivre leur mourir à domicile, mais être dans un endroit sécurisant, qui vont leur apporter tous les services dont ils ont besoin. Et ça, là, c'est excessivement important, je pense, parce que déjà, là, je m'excuse de parler comme ça, mais on est rendu à la fin de la vie de cette personne-là. Il ne faut pas s'en cacher. Quand on est rendu là, c'est ça. Entre parenthèses, on attend la mort, mais seulement encore moins dans la dignité. Puis, le respect de dire à cette personne-là, tu veux finir tes jours à quel endroit? C'est un peu ça, et de quelle manière? Ça, moi, je trouve là, que c'est vraiment fantastique, puis bravo, puis je le dirai jamais assez. On donne un peu le choix à cette personne-là bien ici. Tu ne veux pas mourir chez toi, alors tu veux mourir à quel endroit? C'est sûr que par contre, au niveau des soins palliatifs, on ne pourrait pas garder une personne au CH pendant 6 mois. Non, c'est sûr, c'est sûr. On va accompagner cette personne-là.
vers la fin de la vie. C'est ça, si la personne décide de vivre son mourir à domicile, on va l'accompagner avec une équipe de professionnels interdisciplinaires autour. Si la personne décide plutôt d'aller dans nos lits de soins palliatifs à Macamic, on va l'accompagner là et il va recevoir d'excellents services aussi. Okay. Fait que c'est vraiment un choix de la personne et c'est le respect de l'individu. Ça, c'est, oui, puis c'est vraiment essentiel parce que moi, j'en reviendrai jamais assez. Le respect et la dignité. Parce qu'on est rendu à la fin du chemin, là. Puis, on peut permettre à ces personnes-là de mourir en toute tranquillité, de mourir dans la paix, puis entourées des êtres chers, puis dans un endroit où elle va quand même bien se sentir. Puis ça, c'est vraiment très important. On dit aussi porte d'entrée des services première ligne, CLSC, puis soutien à domicile. Ça, c'est un volet. On va en parler un peu. Juste, on va regarder un peu c'est quoi, parce qu'on ne peut pas encore là toutes les prendre parce qu'on ne finira pas, tout simplement. Mais on va aller avec comité d'admission soutien à domicile. Oui. On va l'expliquer très vitement parce que... Oui. Tout d'abord, je dois vous dire qu'on est en train d'établir des réseaux de services intégrés pour les personnes âgées. C'est à la grandeur du Québec que ça se fait. Ce réseau de services intégrés-là tient compte de 9 points, dont le guichet d'accès unique. Lorsqu'on parle du comité d'admissibilité au soutien à domicile, ça fait partie du guichet unique que nous, chez nous, on appelle le suivi systématique. Okay. On a simplifié tout le fonctionnement au niveau de la première ligne pour faire en sorte qu'il y ait une seule porte d'entrée. Et là-dedans, au niveau du bottin, c'est marqué, on parle du soutien à domicile, du suivi systématique, mais très prochainement, vous allez voir au niveau des différents sites, des différents points de service du centre de santé, un petit pamphlet qui s'appelle « Soutien à domicile, personnes vieillissantes en perte d'autonomie, personnes handicapées, comment y accéder ». Okay. Et ça va être vraiment pour faire en sorte que les gens puissent savoir où appeler, où se présenter, que ça soit clair. Ça fait plusieurs années qu'on a instauré le suivi systématique et je peux vous assurer que on est un modèle au niveau de la région, au niveau de la province concernant notre guichet d'accès unique pour centraliser les personnes au même endroit, que ce ne soit pas un labyrinthe. Exactement. Ça, c'est encore... c'est la porte d'entrée, puis c'est surtout avoir un guichet unique. Oui. Ça, c'est vraiment ne pas aller à gauche, à droite, se promener, puis tout ça. On a un guichet unique. Après ça, on les envoie où ces personnes-là doivent aller, tout simplement. Et quand on parle de comité d'admissibilité, c'est sûr qu'une personne au soutien à domicile doit être admise au soutien à domicile en fonction de critères précis. Et c'est une équipe, après l'évaluation du suivi systématique, c'est une équipe de professionnels qui détermine si la personne a droit à des services de soutien à domicile et quels services elle a droit. Il reste à peine 1 minute, Madame Domingue. Volet courte durée aussi, c'est dans ça. Il y a tellement de choses. Partenaire privé, volet hébergement. Si on parlait juste volet courte durée, c'est quoi exactement? On a le court séjour gériatrique au niveau de la courte durée où il y a des évaluations au niveau des personnes en perte d'autonomie. Ce volet-là est très important parce que c'est un volet de tremplin pour permettre aux personnes d'avoir une évaluation par des professionnels, exemple ergothérapeute, physiothérapeute, médecin, pour pouvoir retrouver leur autonomie et retourner à domicile. Mais tout à l'heure, je vous parlais de guichets uniques et de services qui ont un lien, de réseau de services intégrés. Cette unité-là, le court séjour gériatrique, fait en sorte, quand le client sort, s'il a besoin d'un ajout de service pour pouvoir être maintenu à domicile, à ce moment-là, c'est déterminé. Ça fait que tout se tient au niveau des 3 missions. Alors, vous avez de belles missions, puis vous savez les rendre à terme. Alors, on va vous souhaiter encore de magnifiques années avec ce fameux bottin. Puis, il va servir, j'en suis persuadé. D'ailleurs, il sert déjà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Donc, on reste dans le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales pour parler des droits des usagers dans ce réseau-là. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Julie Lahaye. Mme Lahaye, bonsoir. Bonsoir.
Les usagers, ils ont des droits. Oui. C'est essentiel, j'en suis aussi persuadé. Mais c'est tellement, ben, c'est pas vague, c'est précis. Sauf que il y a peut-être été un temps, peut-être pas si lointain que ça, que les usagers, on les plaçait là, puis garde, c'est ça, puis tu restes là, etc. Bon, c'était pas le, disons que. Pour en revenir, je dirais pas ce que c'est que je voulais dire, sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les usagers ont leurs droits et c'est tout simplement aussi très légal. On va parler de ces droits-là parce qu'il y en a beaucoup. On va essayer de les prendre un par un. On pourra pas tous les faire parce qu'on va passer plusieurs heures. Mais entre autres, le droit de consentir et de participer aux soins et à l'information. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, juste avant, si vous me permettez, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous avez dit comme introduction, le fait que, effectivement, les droits des usagers ne sont pas encore très connus. On commence à les connaître, à les publiciser. Oui. Du 9 au 13 février 2009, il y a eu la première semaine de promotion des droits des usagers. Donc, tous les établissements de la région ont joint leurs efforts pour promouvoir les droits, pour que les gens les connaissent. Okay. Parce que c'est bien beau de vouloir les faire respecter. Si on ne les connaît pas, c'est difficile. Voilà, donc, effectivement, le premier droit de vous parler, le droit de consentir aux soins, je pense que c'est un des droits qui est primordial et justement, peut-être le droit qui avant était le moins respecté dans le sens... Tu sais, le fameux conseil du médecin qui était juste après le curé, fallait l'écouter. Et maintenant, c'est vraiment à l'usager de prendre ses propres décisions concernant ses soins. Ça, est-ce que ça veut dire qu'un usager peut refuser de se faire soigner? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Quand on dit qu'on peut consentir, c'est qu'on peut les accepter, mais on peut évidemment les refuser. Ah, OK. Ce qui est important, par exemple, c'est que peu importe si on accepte ou on refuse, ça doit être fait de façon libre et éclairée. C'est-à-dire que de façon libre, on ne se fait pas tordre le bras pour accepter ou pour refuser. Donc, on n'a pas de pression du médecin, de l'équipe traitante, même de la famille des fois. C'est donc dire qu'on explique au patient c'est quoi, puis suite à ça, c'est le patient qui a le dernier mot. Oui. On peut aller jusque-là. Oui, ça c'est vraiment la partie quand on dit le consentir de façon éclairée. Okay. C'est que le patient doit avoir l'information avant de consentir à des soins. Si je lui dis, je vous donne un nouveau traitement, mais que j'explique pas c'est quoi le but du traitement, c'est quoi les risques, les effets secondaires, est-ce qu'il y a un prix au médicament, il ne pourra pas décider. C'est vrai. Donc, il faut donner toutes les informations et ça, c'est le rôle du professionnel. Ce sont des choses qui ont changé et pour le mieux. Parce que je me souviens, puis vous vous en souvenez vous aussi, même si vous êtes encore très jeune, mais vous vous en souvenez aussi, il n'y a pas quand même si longtemps, on plaçait une personne dans un centre hospitalier, puis on lui disait rien. On le soignait, mais sans lui expliquer, ou à peu près pas, qu'est-ce qu'il y avait, puis il n'y avait même pas le droit de parole ou à peu près. Oui. Alors, les choses ont changé aujourd'hui, beaucoup là-dessus. Bien, maintenant, juste pour voir à quel point c'est important que l'usager, justement, puisse consentir et ait l'information, dans la loi, il y a 14 droits qui sont reconnus aux usagers. Il y en a un qui c'est le consentement aux soins et il y en a un deuxième qui c'est le droit de recevoir toute l'information sur son état de santé. Exactement. Vraiment pour s'assurer là, que l'usager a toutes les informations pour consentir, pour décider pour ses soins. Parce que la dernière... C'est lui qui prend la décision finale. Tout à fait. C'est l'usager qui prend. Exactement. Si on y allait maintenant avec le droit à des services de qualité. Oui, ça je pense, dans la loi, je vais vous lire l'énoncé de la loi parce que c'est intéressant. On dit l'usager a le droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifiques, humains et social, avec continuité, de façon sécuritaire et personnalisée. C'est très grand, mais ce que ça veut dire, c'est justement, c'est des services de qualité sur le plan scientifique. Donc, évidemment, les bonnes techniques, les bonnes méthodes de diagnostic, les bons appareils également. C'est ça. On parle également des services de qualité sur le plan social et humain. Donc, ça, c'est la courtoisie, le respect de la personne, et ça, c'est très important dans les établissements. On dit que les services doivent être offerts avec continuité. Peut-être que vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure avec Mme Domingue. Les soins à domicile, par exemple, c'est ça de la continuité dans les services. On parle également des services offerts de façon sécuritaire. Ça, c'est logique, évidemment. Oui, exactement. Et de façon personnalisée. Donc, essayer de tenir compte de l'individu derrière le patient. Et le respect, là, vous avez touché un point qui est excessivement important, avoir le respect de l'usager.
Ça, c'est très important. Il y a un autre droit aussi dans la loi qui dit que l'usager a le droit d'être traité avec respect de sa dignité, avec équité, avec le respect de son autonomie. Faut pas se cacher, il y a eu des événements médiatiques dans les dernières années, dans les CHSLD entre autres, qui ont fait qu'on s'est mis à se soucier davantage du respect de la personne, du respect de sa dignité. Je pense que vraiment, on l'a vu même à travers la région, tout le mouvement de l'approche milieu de vie dans les CHSLD, à quel point on ramène la personne, on redonne le statut de personne aux patients. C'est pas un patient, c'est un être humain, c'est une personne. C'est un être humain, exactement. Oui. Ce n'est pas un numéro. Exactement. Parce qu'on est trop porté, parce que, mon Dieu, si dans le système gouvernemental, que ce soit autant fédéral que provincial, je ne jette pas la pierre à personne, sauf que, mon Dieu, qu'on est rendu des numéros. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Notre nom ne dit plus rien à personne. C'est un numéro que nous avons. Au moins, lorsque nous sommes un usager dans un centre hospitalier, on va laisser faire un numéro, s'il vous plaît, puis on va y aller avec le respect, puis la dignité, puis on va comprendre le patient, puis on va lui expliquer des choses comme vous avez si bien expliqué, vous là. Le droit d'être représenté. Cet usager-là, ce patient-là a le droit d'être représenté. Et moi, j'ai ajouté assisté et accompagné. Oui. En fait, ça, c'est un droit qui va toucher plusieurs des possibilités de l'usager. Par exemple, si on pense à l'accompagnement. Un usager qui ressent le besoin d'être accompagné, soit par un proche, son conjoint, sa fille, dans ses soins, que ce soit à la visite chez le médecin, il a le droit d'être accompagné pour l'aider, pour le supporter. L'usager a également le droit d'être assisté et accompagné, par exemple, s'il veut bénéficier de son droit de porter plainte. Il peut être assisté soit par une personne de son entourage ou par le centre d'accompagnement d'assistance aux plaintes, par exemple. Et évidemment, lorsque vous parlez du droit d'être représenté, c'est un des droits qui est majeur. En fait, c'est une prolongation, si on veut, du droit de consentir à nos soins. Faut pas se cacher que parfois dans la vie, il peut arriver des moments où nous, on n'est plus capable de dire ce qu'on aurait voulu, ce qu'on pense, ce qu'on désire. Que ce soit là, de façon temporaire, on est dans le coma, ou de façon permanente, une maladie qui fait qu'on ne pourra plus exprimer notre volonté. À ce moment-là, le système de santé fait pas, bon, on peut faire ce qu'on veut avec cet usager-là, il parle plus, il peut plus nous le dire. C'est pour ça que on va essayer d'aller chercher ce que la personne voulait, ce qu'elle aurait voulu comme soin, ce qu'elle aurait désiré en se tournant vers ses représentants. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de l'importance de parler de nos volontés, de soins, de fin de vie à nos proches. C'est très important parce que c'est vers eux que souvent les professionnels de la santé vont se tourner pour avoir cette information-là, dans le but toujours de respecter les volontés de l'usager. Moi, là, commissaire aux plaintes, là, on va dire ça demain parce que c'est votre rôle. Moi, je trouve ça vraiment, là, ça a été un plus terrible dans un système, parce qu'on est dans le système de santé aujourd'hui. Ça a été un plus extraordinaire parce que les usagers, il n'y a pas tellement longtemps encore, même pas une décennie passée, les usagers ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se plaindre parce que si je me plains, il va être en beau mot juste après. Moi, je vais y goûter après, tu peux être sûr. Il faut enlever ce mythe-là, cette mentalité-là, et c'est ça que vous êtes après faire aujourd'hui. Oui, ça, on travaille beaucoup sur cette approche-là parce que vraiment, au C3S des Aurores boréales, et je pourrais même agrandir à la région, parce que bon, je connais bien les autres commissaires, c'est vraiment un processus d'amélioration de la qualité. Nous, on travaille dans le réseau, on le voit tous les jours, mais on n'utilise pas les services nécessairement. C'est l'usager qui sait où sont peut-être les lacunes qu'on a, les problématiques. C'est pour ça que c'est important. On dit souvent, à force d'être collé sur l'arbre, on ne voit plus qu'il y a une forêt autour. Ça, c'est vrai. C'est un peu notre situation. On est vraiment dans nos domaines, puis des fois, on oublie de voir l'ensemble du réseau où on ne voit pas justement les problématiques, que les usagers peuvent vivre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'information. Sinon, si on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne pourra pas l'améliorer. Non, c'est sûr, exactement. On dit aussi, une note que j'avais prise de même, c'est que c'était à chaque droit existe une obligation. Oui, ça c'est certain. Par exemple, si on parle de le personnel des C3S doivent respecter les usagers. Le respect, ça vient toujours dans les deux sens. C'est important que l'usager, malgré parfois sa maladie, malgré parfois son attente, doit respecter lui aussi le personnel. Ça, c'est important. On dit qu'il a le droit de recevoir toute l'information sur son état de santé pour consentir.
mais il doit donner toute l'information lui aussi. Oui, c'est sûr. C'est important, ça l'aide le professionnel. Ça va autant d'un côté comme de l'autre. Ben oui, c'est ce qui permet au professionnel de donner le meilleur traitement, le meilleur soin possible. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des obligations comme ça que l'usager doit respecter. Exactement. Un droit qui est aussi fondamental, puis ça, je l'ai souligné ici, le droit à la confidentialité. Oui. Ça, c'est important. Oui. C'est sûr que ça découle principalement de l'accès au dossier. Donc, tous les usagers ont le droit d'accès à leur propre dossier, mais il faut s'assurer que les informations qui sont à l'intérieur de ce dossier-là, ce que le médecin écrit, ce que les intervenants écrivent, ça doit rester confidentiel. Évidemment, ça, on le retrouve dans la loi, on le retrouve dans le code d'éthique des établissements et on le retrouve évidemment dans tous les codes de profession des professionnels de la santé. C'est ce qu'on appelle le fameux secret professionnel. Exactement, c'est ça. Ce qui est important parce qu'on disait que le droit à la confidentialité, ce n'est pas seulement qu'entre le médecin et l'usager, c'est entre tout le personnel. Oui. Évidemment, c'est sûr que parfois, les membres du personnel doivent échanger des discussions pour évidemment suivre le cas du patient. Mais c'est des discussions qui se passent avec les intervenants ciblés et qui ne se font pas à la cafétéria de l'hôpital. C'est exactement ça. C'est la partie importante. Droit de choisir son professionnel ou l'établissement même. Oui. Évidemment, ça, c'est le droit peut-être qui est le plus contesté. Il ne faut pas se cacher qu'il y a une pénurie de professionnels. Les établissements ont des missions spécifiques. On ne peut pas aller contre ces réalités-là. Cependant, si par exemple, vous vous sentez plus à l'aise avec un médecin ou un autre, vous pouvez toujours demander au médecin avec qui vous vous sentez plus à l'aise s'il accepte de vous soigner. Évidemment, c'est à la décision, à la discrétion du professionnel. Un autre droit qui est excessivement important aussi, c'est le droit d'accès à son dossier. Oui, donc comme on mentionnait un petit peu tout à l'heure, des fois on a l'impression que tout le monde écrit dans le dossier et qu'on est la seule personne qui ne peut pas aller voir dedans. Pas au courant, exactement. Oui. Au site web des Aurores boréales, c'est les archives qui s'occupent de l'accès. Vous pouvez aller les voir, poser toutes les questions, c'est eux qui vont vous donner l'accès à votre dossier. Un autre droit qui est aussi très important, c'est le droit de... On peut refuser des soins. Oui, donc ça va avec le consentement. On le dit, vous pouvez refuser vos soins, vous pouvez participer aux décisions qui vous concernent. Évidemment, le refus, le professionnel doit vous indiquer les risques liés à un refus, mais il doit accepter votre décision. L'usager, le patient, c'est sûr qu'il est en droit de recevoir les soins que requiert son état. Est-ce qu'on est obligé de lui dire pourquoi on lui fait ces soins-là, ou bien non, s'il le demande, là, il faut lui dire. Oui, évidemment, la prémisse de base, c'est on donne l'information. Il peut arriver des exceptions où l'usager dit « moi, je ne veux rien savoir ». Et ça, on doit le respecter. Oui, exactement. Mais la prémisse de base, c'est vraiment, dès qu'un usager reçoit des soins, on doit lui expliquer. Il y a une exception au consentement, c'est l'urgence. Donc, si par exemple, c'est une situation d'urgence où on n'a pas le temps de demander le consentement et de donner l'explication à l'usager, on procède aux soins. Parce que le mot le dit, c'est le mot urgence. Exactement. Droit au respect et à la dignité en terminant, c'est sûr que c'est excessivement important. Oui, je pense que ça, c'est peut-être le droit le plus important. Puis, il ne faut pas se cacher que les gens qui travaillent dans le réseau, s'ils sont là, puis s'ils offrent des soins, c'est vraiment parce qu'ils sont centrés sur la personne. Exactement. Puis aussi, ceux qui veulent avoir des informations complémentaires, il y a la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. Exactement. Madame Lahaye, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail. Les usagers ont besoin de vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.